Sur la CRTV, station régionale de l'extrême nord, Jeux et enjeux. Jeux et enjeux, une émission qui analyse les grands enjeux géopolitiques et stratégiques contemporains. Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux et enjeux. Il fait un dribble diabolique qui désarçonne la défense malienne. Le colonel Assimi Goïta adresse ensuite une courte passe au colonel guinéen Mamadi Doumbouya qui fait un long centre vers le colonel burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba, le nouvel homme fort du pays qui d'une tête imparable cloue au pilori le gardien de but Rochmar Christian Kaboré. C'est cela la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN des coups d'État avec les faveurs des supporters, les peuples. La communauté internationale donne ses cartons, mais on a envie de demander quel pouvoir a-t-elle encore aujourd'hui face à ces coups d'État. On en parle. On en parle avec le docteur Yaya Ntiang Jemini, historien, auteur de Le financement du terrorisme dans le bassin du lac Tchad, paru en ce mois de janvier dans la revue Culture et Conflits. Bonjour docteur Yaya. Bonjour mon cher Abdias. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Le deuxième invité est le docteur Ferdinand Paul Enoka, journaliste et historien, présentateur de l'émission Mémoire du Cameroun et de l'Afrique ici même à la radio. Bonjour docteur Ferdinand Paul Enoka. Bonjour. Vous êtes auteur, vous, de l'article État et souveraineté en Afrique ancienne, la leçon de l'Égypte pharaonique, publié dans la revue Ibidem en Allemagne. Si vous le voulez bien, chers historiens, vous êtes tous deux historiens, on commence avec cette question. On pensait que le temps des coups d'État en Afrique était révolu. C'est tout le contraire. Comment expliquez-vous la recrudescence de ces coups d'État ces derniers temps, docteur Ferdinand Paul Enoka? Bon, pour l'historien que je suis, c'est pas une surprise. Parce qu'il faut lire les événements dans l'espace, certes, mais également dans le temps. En Afrique francophone particulièrement, la manière avec laquelle le pouvoir a été octroyé aux États en 1960 augurait déjà d'un certain type de troubles futurs à venir, soit parce que les factions qui s'étaient constituées à l'interne ne s'entendaient pas entre elles, soit alors parce que ceux qui avaient eu l'onction de la puissance tutélaire, c'est-à-dire la France, pour une raison ou pour une autre, se sentaient peut-être un certain nombre de zèles qui n'auraient pas plu peut-être à la France et qui décidaient de les débarquer. C'est comme ça que ça s'est passé hier, et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, à quelques nuances près, on se retrouve toujours dans ce schéma. Et que ce soit dans les forces internes qui veulent renverser le pouvoir établi, ou alors dans les manigances externes qui veulent renverser le pouvoir établi, on se rend compte que le néocolonialisme n'est jamais loin. Donc d'une manière ou d'une autre, et Thomas Sankara le disait très bien, hein, c'est-à-dire il s'amuse à armer les gens de l'intérieur pour détruire quand le pouvoir semble accepter de la majorité à l'interne, ou alors si le pouvoir devient un peu rébarbatif ou récalcitrant, on s'arrange à le débarquer parfois par les moyens qui viennent de l'extérieur. Je crois que la tentative avec Sékou Touré est suffisamment claire. N'ayant pas pu le renverser de l'intérieur, on a créé toute forme d'inflation, on a diabolisé le monsieur pour qu'il puisse tomber. Ça n'a pas été le cas certes pour lui, mais c'est un cas d'école pour voir à peu près comment est-ce que la trame des coups d'État en Afrique francophone particulièrement, parce que c'est celle-là que je connais le mieux sur cette question, se produit et se dessine. Donc pour nous historiens, on n'est pas très surpris. Ce qui change généralement, ce sont les contextes, ce sont les nouveaux contours économiques, mais le fond reste le même. Et je vais terminer là-dessus, sur cette question. Je crois que c'est en 2007 hein, que le président Paul Biya avait été reçu par Arthur Gosset, je crois, c'était à France 24, et il lui posait des questions sur les rapports Afrique-France qui devaient changer probablement avec l'arrivée de Sarkozy. Et il avait dit la forme
pourra changer, mais pas le fond. Docteur Yaya, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui avec cette nouvelle génération de putschistes? Ce qui a changé aujourd'hui, sont les modalités de revendication. Aujourd'hui, ce qui fait la légitimité, entre guillemets, de coup d'État est la lutte contre le terrorisme. Qu'on questionne le cas malien, qu'on questionne le cas burkinabé ou le cas de Conakry, tous mettent en exergue la capacité de chefs d'État déchus ou des chefs d'État chassés au pouvoir qui ne pouvaient plus assurer la sécurité nationale, lutter efficacement contre le terrorisme et les narcotrafiquants. Ce qui fait donc que sur ces questions, on passe dans des formes de coups d'État qui étaient adossés sur la malgouvernance, sur l'appropriation ethnique du pouvoir, pour déboucher aujourd'hui sur des questions de terrorisme qui déstructurent désormais les régimes politiques en Afrique francophone. Alors, docteur Ferdinand Paul Enoka, quels sont selon vous aujourd'hui les mobiles des récents coups d'État en Afrique? Vous savez, les mobiles, il y a ce qu'on nous dit, c'est-à-dire la propagande des médias. Il y a parfois autre chose qu'il faudrait lire entre les lignes. Comme quoi? Vous voyez, ce qu'on nous dit, ça a été le cas au Mali, en Guinée, il y a mauvaise gouvernance, on n'arrive pas à juguler les questions de sécurité et consorts. Il y a un discours qui tourne autour de, entre guillemets, la communauté internationale, un terme qui ne veut rien dire, ça dit vraiment tellement vide de sens, mais qui est plutôt une communauté d'intérêts. Et en fonction des intérêts, de cette, entre guillemets, communauté internationale, elle fait passer un pouvoir ou un autre. Ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que, vous savez, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique de 1960. Même les nouveaux dirigeants qui arrivent aujourd'hui ont de plus en plus un certain regard, une certaine crainte de leur opinion publique que ne l'était les gouvernements de 1960, parce qu'on ne peut même pas dire qu'il y avait une opinion publique, puisqu'elle était matraquée automatiquement, on n'avait pas les médias que nous avons aujourd'hui, ainsi de suite. Donc du coup, parfois, les chefs qui arrivent ont une volonté de s'affirmer, de s'émanciper, de couper le cordon ombilical. Mais les pesanteurs qui sont les leurs finissent souvent par occasionner les coups d'État que nous observons, c'est-à-dire soit on les diabolise, ça a été le cas pour Sankara. Chacun sait que le projet qu'il avait pour le Burkina est l'un des projets idéalistes les plus grands qu'on puisse avoir pour l'Afrique. Ça a été le cas de la tentative d'assassinat récente de Assimi Goïta. Assimi Goïta, voilà. Qui est aujourd'hui à la tête du Mali. Parce qu'il a osé dire de manière très claire que ce qu'on vendait sur la place publique comme information par rapport au soutien de la France au Mali n'était pas vrai et qu'il fallait que les Maliens eux-mêmes reprennent l'initiative. Et je crois quand même qu'on a entendu des bruits similaires en RCA avec professeur Faustin Archange Touadéra, le président. Voilà. Vous voyez que on a donc une dichotomie, on a une situation duale où à l'intérieur, lorsqu'il s'agit de chefs d'État qui ont pris conscience et qui veulent une certaine visibilité, une certaine stabilité pour leur pays qui va à l'encontre des intérêts de la métropole. On va dire la France d'abord, mais appuyée par ses alliés qui, quand on voit Kadhafi tomber, Kadhafi n'est tombé que parce que les alliés de la France ont soutenu la France. Donc quand on a dans ce cas de figure, on peut vous créer un coup d'État pour vous renverser. Ou alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est tout le tintamarre qu'on fait avec la communauté internationale. Vous savez, j'ai lu avec beaucoup de plaisir le livre de Laurent Gbagbo. Il faut le lire, Libre pour la vérité. Il faut le lire parce que il raconte en tant que chef d'État, parce que je ne sais pas qui peut mieux raconter que lui de la position qui était la sienne en ce moment, comment est-ce que ces problèmes arrivent avec la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il commence à tenir un discours, il commence à avoir un certain type de pratique qui vise la souveraineté de son pays
et qui ne plaisent pas à la France. Il faut dire ça clairement. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On commence à chercher les poids à ce monsieur en disant il n'a pas pu gouverner. Et puis après, parce que la première tentative de coup d'État contre Gbagbo, c'est quoi, en 2000 ou 2003? C'est-à-dire que ce monsieur n'a même pas encore commencé à faire le travail qui est le sien. Et puis on rend tout son mandat ingouvernable. Et puis à la fin, on lui sort ce qu'on lui a sorti là pour faire un procès comme on a fait là, pour finalement se rendre compte qu'il n'y avait rien derrière cette affaire. Donc vous voyez, nous sommes à la radio, c'est bien, parce que nos médias sont encore faibles. Donc du coup, nous sommes beaucoup plus structurés, parce que CNN, RFI, BBC dira de nous que ce que nous disons de nous-mêmes. Du coup, quand ça ne marche pas de l'intérieur, il y a une forme de Africa bashing dans les médias qui comptent, et directement nos populations finissent par croire que ce qu'on est en train de dire sur nous est vrai. Un seul petit exemple, quand Boko Haram faisait fureur ici au Cameroun, à l'extrême nord, moi j'étais ici. Et ce que j'entendais dire, je me posais souvent la question de savoir, est-ce que c'est du même pays qu'on parle? Est-ce que c'est de la même région qu'on parle? Donc vous voyez, c'est tous ces éléments-là qu'il faudrait prendre en compte pour savoir à peu près comment les dynamiques là se passent, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Clairement, pour vous, Dr Ferdinand Paul Enoka, il y a un soutien des puissances étrangères. C'est évident. Et on a vu avec le cas du Tchad qui est là. J'ai discuté, si ça fait du bien, tout à l'heure, ce matin, avec certains responsables tchadiens. Et ça, c'est un événement très récent. L'Arche de Zoé. Voilà un cas d'école où un président a voulu prendre ses responsabilités. On vient, on prend des enfants du Tchad, on veut les faire partir dans je ne sais quel couloir en Europe. Sous le couvert de l'humanitaire, les Tchadiens s'opposent, le chef de l'État décide de prendre des mesures qui s'imposent, on arrête les Blancs en question, de la soi-disant ONG Arche de Zoé. Un président d'un autre pays, la France, et c'était Sarkozy à cette époque, dit « j'irai les chercher ». Quoi qu'ils aient fait. Et je me pose la question de savoir si un même discours aurait été possible, peut-être ne serait-ce qu'en Algérie, contre l'Algérie, ou alors peut-être si c'est Poutine qui avait attrapé quelques-uns. Donc pour dire qu'en réalité, on ne peut pas se mentir. C'est une politique de la poule et du cancréla. Le fort et le faible, il y a un adage chez moi qui dit que quelle que soit la colère du cancréla, la poule finit toujours par le picorer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à ce niveau, faisons pas la langue de bois. Ce sont des intérêts géopolitiques et géostratégiques très puissants. Vous savez, j'ai dit un jour, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, hein. Le jour où l'Afrique se libérera, une partie de l'Europe tombera. Et la première partie de l'Europe qui tombera, ça sera la France. Donc du coup, c'est une guerre. Il faudrait qu'on se prépare à être à la hauteur de cette guerre. Et on se défend là, non pas seulement avec les armes, mais c'est beaucoup plus l'esprit. Effectivement. Notre capacité à pouvoir analyser les choses, à renforcer nos populations, à leur donner une éducation qui soit telle sorte que si on a un chef, et que notre chef a dit voilà la direction qu'on va prendre, qu'on ne se laisse pas distraire par des sirènes qui viendraient de l'extérieur. On l'a vu, ces coups d'État sont soutenus par les peuples. Comment est-ce que vous interprétez ces soutiens du peuple-là, Dr Yaya? Les militaires putschistes qui arrivent au pouvoir tiennent des discours de rupture. Assimi Goïta prône un discours de rupture avec la France. Et Doumbouya prône un discours de rupture. Et Dami Baki vient d'arriver, prendre un discours de rupture. Et dans ce discours de rupture, les populations se reconnaissent. Parce que désormais, les peuples africains ont compris que leur malheur ne vient pas de l'Afrique, mais des puissances occidentales qui venaient faire le chou dans les États africains. Et c'est à partir de là qu'on peut donc comprendre pourquoi les peuples africains soutiennent désormais les chefs d'État putschistes qui arrivent au pouvoir aujourd'hui. Alors, mais comment comprendre que le changement viendrait forcément par l'armée? C'est l'erreur qu'on a souvent commis dans les analyses. Croire que l'armée ne peut pas représenter le changement. C'est un mauvais paradigme de lecture. Sankara, qui est célébré en Afrique,
est arrivé au pouvoir par coup d'État et mène une grande révolution, une grande mutation dans la dynamique historique. Dr Ferdinand Paul Enoka, au Mali, après le coup d'État, la Russie remplace progressivement la France. Au Burkina Faso, l'influence russe est aussi en question. On a vu dans les manifestations à quel jeu se prêtent Russie et France aujourd'hui sur cette notion de coup d'État vous savez, la Russie, c'était une très grande puissance, je veux dire l'URSS. Et avec la perestroïka, les choses ne se sont pas passées comme Gorbatchev avait imaginé. Et finalement, ça a entraîné l'effondrement, l'éclatement de l'URSS. Et la Russie qui va renaître de ses cendres avec Poutine va vouloir replacer la Russie au centre de l'échiquier mondial. Et vous allez voir que depuis quelques années, la Russie est redevenue à peu près ce que l'URSS était. Donc il y a cette progression-là, qui n'est pas simplement idéologique, mais sur le plan militaire, on voit très bien, Poutine ne parle pas en mettant les gants. C'est-à-dire, on n'a plus la Russie frileuse des années 90, on a maintenant une Russie qui rappelle à bien des égards l'URSS des années 30, 40, surtout 50, 60, 70. D'accord. Et là-dessus, c'est d'abord une bataille européenne. Ouais, à peu près comme quand il y a eu le coup de Tanger, coup d'Agadir pour la question du Maroc, les Européens réglaient leurs problèmes à partir d'un territoire africain. Ça, c'est ce qu'il faudrait d'abord noter. Mais l'autre élément qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est que historiquement, la Russie s'était placée en faveur des peuples africains qui luttaient pour leur indépendance. Je crois que d'ailleurs en Russie, il y a toute une université, une très grande université qui s'appelle l'université Patrice Lumumba. Vous voyez. Et elle a financé beaucoup de mouvements. Elle a soutenu les Lumumba, etc. Il se susurre qu'elle a soutenu l'UPC, ainsi de suite. Donc, traditionnellement, la Russie n'est pas étrangère aux Africains. C'est peut-être la perte de ce combat qui a fait en sorte qu'à un moment donné, elle sort un peu de nos mémoires. Et aujourd'hui, avec un chef en Russie plus pragmatique, plus à même de lire les schèmes du monde occidental, il s'est dit que le moment est venu pour que la Russie se repositionne en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. La grande question pour moi est celle de savoir comment nous pouvons tirer notre épingle du jeu du fait qu'on a un maître ou alors un protecteur qui a suffisamment de puissance auprès duquel on peut, en s'abritant, chercher notre propre voie. Parce que, vous savez, c'est De Gaulle qui le disait, hein, dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Ça, c'est pour reprendre les phraséologies modernes. Parce que depuis Njoya, les pharaons, tout ça, il n'y a aucun chef qui va te dire qu'il est ami à un autre pays. Non. S'il est ami là-bas, c'est qu'il y a un certain nombre d'intérêts que lui, il recherche pour son peuple. Donc, du coup, notre question serait de savoir, quand on appelle désormais les Russes là, quel est leur intérêt et quel sera le nôtre pour qu'ensemble nous cheminions en pays indépendant. L'avantage, c'est que la Russie comme la Chine n'ont pas une culture coloniale. Ça veut dire que si on est un peu intelligent à notre niveau, je crois, on est capable de pouvoir tirer notre épingle du jeu et non pas cette tradition-là de peuples qui oppriment, qui viennent puiser, ainsi de suite. Donc du coup, on peut se retrouver dans des discussions qui peuvent passer. Or, quand la France discute avec les pays africains, il y a d'abord le regard condescendant du colon, il y a le regard condescendant d'une civilisation supposée supérieure à la nôtre, ainsi de suite. Vous devez voir tout le combat, tout l'ostracisme dont Cheikh Anta Diop a été l'objet pour mieux mesurer cette volonté de maintenir les Africains dans un état d'infantilisation permanent. Vous voyez un peu, non? Donc, si vous ne tenez pas compte de tout ça là, vous allez dire que non, on quitte d'un maître pour un autre. L'Afrique ne peut pas
si un chef d'État dit aujourd'hui là que bon, je quitte du CFA, il sait à quoi s'attendre. Mais maintenant, si on dit qu'on quitte du CFA, par exemple, et qu'il y a un grand frère qui est capable de dire, bon, il est quitté, qu'est-ce que vous pouvez lui faire? Alors là, les données changent. C'est maintenant comment est-ce qu'on peut s'entendre et jusqu'où la Russie est capable de dire, je vais vous soutenir. Parce que vous savez, pendant les années 60, les Russes ne sont pas souvent allés jusqu'au bout de leurs idées. Vous voyez, on veut soutenir Lumumba, mais à la fin, il est un peu isolé. La puissance russe ne se met pas en branle. Or, quand on a vu ce qui s'est passé en Centrafrique, là, on a carrément vu, hein, même si c'est pas l'armée officielle russe, on parle de Wagner, mais c'est tout comme. Et quel est le pays, même pas les États-Unis, qui peuvent prendre le risque aujourd'hui de dire qu'ils bombardent des installations russes? Alors, la communauté internationale condamne les coups d'État, les peuples soutiennent plutôt ces coups d'État-là. C'est un bel avenir de la pandémie putschiste en Afrique, Dr Yaya? Ce qu'on appelle la communauté internationale est dans son rôle. D'autant plus que cette communauté est une communauté d'intérêt. Et la dynamique des coups d'État qui s'opèrent en Afrique sont de nature à entrer en conflit avec ces intérêts longtemps structurés dans nos États. Prenons par exemple le cas du Mali. Lorsque la CEDEAO décide d'exclure le Mali, je n'ai pas entendu l'ONU, d'autant plus que ça a été tenté au niveau du Conseil de sécurité et la Chine et la Russie ont levé leur droit de veto, bloquant donc le processus de sanctions enclenché par la France. Ce qui fait donc, comme je le dis souvent, l'Afrique longtemps été considérée comme un glacis stratégique, un espace où les puissances d'autres continents viennent se rivaliser pour contrôler toutes les ressources naturelles. Alors, est-ce que vous direz... désolé, docteur Yaya, de vous interrompre. Est-ce que vous direz clairement que ce qui se passe aujourd'hui, ces coups d'État aujourd'hui sont la façade des rivalités en soubassement entre grandes puissances? Aller jusque-là serait peut-être osé, sans avoir des éléments factuels. Mais ce qu'on constate, c'est que après le coup d'État au Mali, nous avons vu l'arrivée de la Russie. Est-ce à dire que la Russie avait préparé et planifié ce coup d'État pour placer M. Assimi Goïta au pouvoir? L'histoire nous le dira. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la Russie est en train de se repositionner dans l'échiquier mondial. Et c'est ce que Poutine a toujours pensé. Lorsque Poutine se positionne par rapport au Mali, par rapport à la Centrafrique et même par rapport au Burkina actuel, c'est parce que Poutine veut avoir également un espace vital. Aujourd'hui, la Russie est en train de revenir sur l'échiquier mondial. Et ce retour de la Russie peut faire la part belle de l'Afrique. Si l'Afrique est intelligente pour se débarrasser en quelque sorte des vieilles pratiques, au moins la Russie peut amener les États africains à obliger la France à renégocier certains contrats, à renégocier certains accords, à renégocier certains partenaires, même si la France restera en Afrique. Alors, docteur Ferdinand Paul Enoka, quelle voie proposerez-vous à l'Afrique de pouvoir tirer l'épingle du jeu? C'est compliqué. Moi, j'ai toujours pensé que une Afrique libre émergera capable de renégocier un certain nombre de choses lorsqu'il y aura un très bel enracinement des Africains en Afrique eux-mêmes. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs que nous avons, c'est notre extrême extraversion, quels que soient les domaines. Culturelle d'abord, économique, politique, religieuse, ainsi de suite. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où, si jamais on veut se libérer, on est obligé de chercher des procurations, comme c'est exactement le cas actuellement. C'est-à-dire on va chercher un grand frère, ainsi de suite, parfois sans connaître exactement ce que ce grand frère veut aussi à son tour. Mais nous avons une histoire pourtant très riche. Et vous savez, quand on parle de la colonisation en Afrique, l'erreur qu'on commet souvent est celle de croire qu'il n'y a que la colonisation occidentale ou blanche. Les Africains se sont colonisés entre eux. Et peut-être avec
un autre regard, peut-être avec une autre forme, peut-être avec une autre stratégie. C'est comment est-ce que nous nous comportions nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut tirer des leçons de là pour avancer. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un continent qui a eu des empires aussi puissants que le nôtre, qui a eu des civilisations aussi brillantes que celles que nous avons eues, soit aujourd'hui à la merci de tous les courants qui arrivent. Ça veut dire que quelque part, la mission fondamentale qui élève un peuple, c'est-à-dire celle de l'éduquer, a un sérieux problème. Parce que je pourrais aller de manière un peu structurelle, comme le docteur Yaya vient de faire, en indiquant un certain nombre de pistes plus ou moins connues. Mais je refuse d'aller dans ce sens, parce que s'il l'évoque, il est bien placé pour le faire. Mais moi, je pense qu'un peuple qui n'a pas sa propre conscience historique est mûr pour être longtemps sous la domination des autres. Un peuple qui à un moment donné n'a pas la capacité de s'indigner et de dire peut-être l'émission que nous sommes en train de faire ici, on aurait pu la faire dans une langue locale et que tous les Camerounais la comprendraient ce que nous sommes en train de dire. Il y a cette masse-là, cette puissance invisible-là, mais sans laquelle on ne peut pas être ce qu'on a appelé à être. Remarquez que vous ne demanderez jamais aux Français, alors qu'ils sont dans l'Europe unie, de devenir des Allemands, et vice-versa. C'est chacun a sa marque, a son identité. Or, nous autres, on veut devenir indépendants sans une identité propre. Le résultat des courses, ça fait en sorte que chaque fois que nous avons nos problèmes internes, on cherche toujours les grands frères à l'extérieur pour venir nous dire comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va se comporter. Quand vous avez entamé l'émission, j'ai été très flatté par la manière avec laquelle vous avez abordé votre papier en prenant l'air du temps, c'est-à-dire la Coupe des Nations dans un langage footballistique, mais pour montrer à peu près un certain nombre de choses. Et pendant qu'on y parle, regardez à peu près comment est-ce que on dit tout et son contraire sur un pays qui a donné tout ce qu'il pouvait pour organiser cela. Et que les Camerounais critiquent le Cameroun, il n'y a pas de souci. Mais que ceux qui ne peuvent pas nous donner de leçons le fassent, là ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Parce que regardez un peu, on nous parle des morts qu'on a eu à Olembe, oui ça nous fait mal. Mais Fouriani de Bastia, c'est pas au Cameroun. Et ce qui avait été là-bas, ça avait été encore beaucoup plus grave et consort. Donc pour dire que ce qu'on dit sur nous, il y a des pays pour lesquels on peut... Je prends rien que le cas de l'Algérie. Un journaliste français ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi parce que ces gens sont arrivés à un certain stade où la France sait qu'elle a plus intérêt à coopérer avec les Algériens qu'à dire des mauvais mots. Or, nous, en Afrique noire, on est encore dans le stade où chacun peut essayer de faire ce qu'il veut, nous dire ce qu'il veut, nous donner la leçon, nous donner l'orientation, nous dire on va aller à Bretton Woods, nous dire on va vous dévaluer, nous dire on va vous faire ceci et ceci. Donc du coup, nos chefs d'État ont les mains liées. Donc pour moi, la véritable indépendance, la véritable libération devrait partir du bas. La question, c'est est-ce que nous sommes prêts à supporter le sacrifice que cela va requérir. Nous saluons la Chine aujourd'hui, on loue ses efforts et consorts, mais très peu parlent du grand bond en avant. Très peu parlent de tout ce que Mao a dû mettre sur pied. Un peuple qui s'est privé pendant longtemps, ou alors qu'on a privé pendant longtemps, pour qu'il comprenne malgré lui, peut-être, vers où on voulait l'amener. Je crois peut-être qu'on a besoin, bon, nous on parle en historien, oui, que ce genre de personnes reviennent. Si on veut vraiment avancer, n'oubliez pas que l'Europe ne s'est pas développée avec les démocrates là. Ce sont les rois. Merci bien, voilà. Dr Ferdinand Paul Enoka. C'est sur cette note que nous mettons terme à cette émission. Merci beaucoup, docteur Yaya Ntianjemini. Je rappelle que vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de l'Université de Maroua. Vous êtes auteur de Le financement du terrorisme dans le bassin du lac Tchad, paru en ce mois de janvier dans la revue Culture et Conflits. Merci beaucoup d'être passé. Merci, monsieur Abdias. Merci, docteur Ferdinand Paul Enoka,
historien et journaliste. Vous êtes ancien chercheur à l'École normale supérieure de l'Université de Maroua aussi. Nos auditeurs vous connaissent très bien. Vous êtes présentateur de l'émission Mémoire du Cameroun et de l'Afrique. Merci d'être passé. Je rappelle le titre de votre article scientifique « État et souveraineté en Afrique ancienne, la leçon de l'Égypte pharaonique », article publié dans la revue Ibidem. Merci d'être passé. Merci également. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdia Sarouna. Au revoir.